Amis internautes de Royal TV Bénin et de Royal News FM, salut et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission préférée, la Tribune des jeunes. Conditions de travail des enseignants et atteintes pédagogiques, défis et perspectives. C'est autour de ce thème que je reçois pour vous M. Félix Touraï. Il est professeur certifié de philosophie et en service au CEG Kouti dans la commune d'Avranco. Bonjour M. Touraï. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un honneur pour moi. Alors, avant de revenir sur notre thème, Monsieur le professeur, dites-nous ce que vous avez constaté de façon positive à la reprise des cours de cette année. Merci Monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à vous remercier pour cet honneur que vous m'avez fait de m'inviter sur Royal TV pour discuter de la question enseignante. Je crois bien que de façon positive, nous pouvons dire qu'au moment où certains pays peinent à finir la rentrée scolaire passée et à démarrer celle-ci, le Bénin a pu, à travers les actions de son gouvernement, trouver tous les moyens nécessaires pour pouvoir finaliser l'année scolaire écoulée, malgré la pandémie de la COVID-19, et de lancer celle-ci. C'est à l'actif donc du gouvernement. C'est à l'actif du gouvernement, ça il faut le reconnaître, et à l'actif aussi des partenaires sociaux et des enseignants qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner les actions du gouvernement en ce sens. Maintenant, je crois que dans les écoles primaires, les cours ont effectivement démarré. Et dans les établissements privés d'enseignement primaire et secondaire, les cours ont aussi effectivement démarré aussi. C'est important de le souligner. Ce n'est que dans l'enseignement secondaire, bon, même si certains ont repris déjà service et ont démarré les cours, bon, il y a une certaine catégorie qui peine à démarrer à cause de certaines décisions du gouvernement. Donc, de façon positive, nous pouvons dire que la rentrée scolaire a commencé et nous espérons que dans les jours à venir, les situations qui empêchent certaines catégories de commencer puissent être gérées à l'amiable. Oui, nous allons en revenir. Maintenant, concernant notre thème, monsieur le professeur, dites-nous quelles sont les conditions de travail des enseignants à nos jours? Bon, ces conditions de travail des enseignants, monsieur le journaliste, sont des conditions presque connues de tout le monde. C'est connu de tout le monde dans la mesure où les enseignants n'ont de cesse de se plaindre de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie. Sont-ils des éternels insatisfaits? Non, pas en ce sens, mais vous savez le travail qu'abattent les enseignants. Et quand nous nous levons le matin chez nous, nous lavons nos enfants, nous les envoyons à l'école, nous confions notre progéniture à cette catégorie de personnes, histoire qu'ils puissent leur tracer la voie de leur destinée, de l'accomplissement de leur destinée. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des éternels insatisfaits, mais c'est des gens qui abattent un travail important. Il faut le reconnaître, c'est un métier qui a assez de noblesse. Voilà, donc cela nécessite un certain accompagnement. Donc les conditions de travail, quand vous êtes dans les écoles et vous voyez des enseignants qui sont face à 70 apprenants, 60 apprenants, même dans les classes d'examen, dans les classes de terminale, j'en ai gardé, c'est de quoi je parle. Donc, et quand vous voyez des choses comme ça, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de salle informatique dans beaucoup d'établissements. Vous pouvez déjà imaginer au XXIe siècle le genre d'école et de travail qu'abat l'enseignant. Et malgré tout ça, il donne le meilleur de lui-même pour que les objectifs pédagogiques soient atteints. Donc, en ce sens, je pense que ce sont des conditions qui sont toujours à revoir. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas ils sont éternellement insatisfaits, mais ils demandent juste à ce qu'il y ait une amélioration de ces conditions de travail en vue de l'atteinte des résultats dans un pourcentage reluisant, pourquoi pas au-delà de 80-90%. Que proposez-vous au gouvernement dans ce sens? Bon, je pense qu'il existe une plateforme revendicative des enseignants depuis des années, et il y a les enseignants du secondaire notamment, cette catégorie à laquelle j'appartiens. Ils ont formulé beaucoup de doléances, surtout en liaison avec ceux du primaire pour l'adoption des statuts particuliers qui puissent quand même rendre ce métier attrayant. Parce que, en fait, pour que les objectifs soient atteints, il faut tenir compte de la satisfaction des enseignants. Et vous aussi, vous pouvez promener vos caméras vers un certain nombre d'enseignants et calculer après le pourcentage de ceux qui vous diront en fait qu'ils veulent qu'ils veulent demeurer dans le métier d'enseignement. Parce qu'il faut juste leur poser 3 à 4 questions. Demandez-leur, bon, est-ce que le salaire qu'ils gagnent est un salaire qui leur garantit la vie, la réalisation de soi et qui leur permet quand même de vouloir se maintenir dans le domaine. Est-ce qu'ils veulent toujours demeurer enseignants? Et quand vous prenez quoi? Vous dites? La réponse serait quoi?
Vous le savez. Parce que la réalité, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vous diront qu'ils sont dans l'enseignement en attendant et que s'ils trouvaient mieux, bon, ils pouvaient toujours partir. Alors que vous pouvez aller poser la même question à des agents d'autres secteurs que je ne veux pas nommer dans la fonction publique. Et ils vous diront qu'ils préfèrent demeurer là où ils sont. Donc c'est pour dire que les conditions de travail des enseignants sont toujours des conditions à revoir, à améliorer. Il y a des enseignants qui disent peut-être que s'ils trouvent mieux ailleurs, ils vont quitter, mais vous n'êtes pas sans savoir que j'étais resté dans cette fonction pendant 7 bonnes années et j'avais pris le risque de laisser en 2016 sans espérer quelque chose. Vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent faire ce même exercice aujourd'hui? Bon, il y a des gens qui prennent des risques comme ça. C'est un risque, il faut l'avouer. C'est un risque, mais il y a toujours des gens qui sont prêts à prendre ce risque. Parce qu'ils se disent, bon, est-ce qu'il faut toujours continuer à espérer dans un milieu où la résolution des problèmes n'est pas le plus souvent la priorité de ceux qui devaient les résoudre. Merci, monsieur le président. Ça, mais bon, certains y sont, certains y restent. Il y a des enseignants par vocation. Par vocation. Il y a ceux qui préfèrent le rester, même s'ils trouvent d'autres opportunités, continueront quand même à garder 1 à 2 classes parce qu'ils ont cette vocation de partager leurs connaissances avec la cour juvénile, de les accompagner. C'est vrai. Ça, dites-nous, monsieur le professeur, les objectifs pédagogiques des enseignants sont totalement atteints? Monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays où nous avons pendant longtemps cultivé la pédagogie de l'échec, je préfère le dire comme ça. Vous allez voir, c'est quand nos résultats aux examens de fin d'année donnent 16%, 20%, 25%, tout le monde est content, on est satisfait, on se dit, bon, voilà un bon examen. Alors qu'en réalité, c'est faux. Nous devons passer de la pédagogie de l'échec à la pédagogie du succès, à la pédagogie de la réussite, qui pourrait porter les résultats à près de 80% normalement. Parce que c'est quand on aura obtenu au moins 80% de taux de réussite que nous allons dire que notre système éducatif devient de plus en plus performant. Nous allons prendre je vais vous donner quelques exemples simples. Nous prenons les résultats du baccalauréat passé. Il y a au total sur 961 établissements qui ont présenté des candidats au bac, seulement 93 qui ont eu un taux égal ou supérieur à 80%. 93. Et sur les 93, il y a 3 établissements publics et 90 établissements privés. Privés. Qu'est-ce qui justifie ce qui justifie ça, c'est aussi simple. Vous allez voir, les 3 établissements publics ont présenté respectivement 37, 44 et 11 apprenants. Donc ça n'était même pas 50 apprenants dans ces établissements-là. Alors que par contre, il y a des privés dans ces 90 qui ont présenté plus de 200 apprenants. Et qui ont eu plus de 80% au baccalauréat. Voilà. Ça veut dire en fait que, ça veut dire quoi? Les conditions de travail dans certains établissements sont plus reluisantes, j'allais dire, excusez-moi, que d'autres. Parce que vous n'irez pas dans des privés et trouver 70, 60 apprenants dans les salles de classe. Non, c'est pas dans les privés quand même qui ont donné ces résultats. C'est-à-dire le classement existe que tout le monde peut consulter. Je vois. Chacun peut vérifier. Donc, et le salaire aussi qui est payé à des enseignants dans certains établissements privés. Laissez-moi vous dire que c'est mieux que dans le public. Et donc, dans ces conditions-là, les enseignants ils ont l'engouement de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les résultats donnent davantage, pour qu'ils puissent rester dans ce système et apporter tout ce qu'ils peuvent. Donc, dans le public aussi, il y a des efforts qui se font. Les enseignants du public aussi font tous les efforts qu'il faut. Ils s'échinent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais bon, au-delà de tout, et le nombre d'apprenants, les salles de classe que nous avons, les conditions font que, voilà, il y a beaucoup de choses qui restent à revoir pour que tous les établissements puissent aller au-delà des 80%. Ce serait quand même important et à l'actif du gouvernement et du système. Monsieur le professeur, quels sont les défis à relever dans ce secteur? Bon, il y a beaucoup de défis que je peux résumer en 2 points. C'est d'abord en 2 points. Vraiment, le premier point, pour l'État, c'est de faire en sorte que les enseignants se sentent satisfaits. C'est un grand défi. En quoi faisant? En améliorant leurs conditions de travail dont nous étions en train de parler. Ce qu'ils réclament depuis. Ce qu'ils réclament, et bon, ils ne l'ont pas encore obtenu. Faire en sorte qu'aujourd'hui, des apprenants, des étudiants se disent à la sortie du campus, je préfère devenir enseignant.
pour continuer l'œuvre que mes enseignants m'ont fait. Oui. Donc, m'ont fait plutôt, j'allais dire. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le second défi qui relève du travail de l'enseignant, c'est de donner le meilleur de lui-même. Parce que pour lui aussi, c'est un défi. Chaque enseignant qui prend une classe a ce défi, donne le meilleur de lui-même pour faire réussir la majorité des apprenants. S'il n'est pas satisfait complètement, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Hein? Bon. La réponse je prends par exemple un enseignant de français au premier cycle qui a dans une classe 75 élèves alors qu'il doit évaluer les élèves sur la lecture et la communication écrite. Et ça fait 75 copies x 2. Est-ce que cet enseignant peut donner le meilleur de lui-même? Bon, ce n'est pas évident. Bon, la norme que le gouvernement a énoncée en ce sens demande qu'il faut nécessairement atteindre 95 avant de subdiviser les classes en deux. Donc, à 70, l'enseignant va toujours garder ces classes-là. À 75, la classe sera subdivisée en deux. Maintenant, dans ces conditions où l'enseignant doit préparer, enseigner, évaluer des leçons de communication écrite et de lecture dans une même classe, alors qu'il a un certain nombre de classes à garder. Mais quand même, c'est quelqu'un déjà qui déjà dans la salle de classe, par le travail qu'il fait, aurait atteint son seuil de fatigabilité. Il n'aura plus l'énergie nécessaire pour pouvoir tenir, surtout si les heures étaient des heures augmentées. C'est clair. C'est ça. Il faut l'avouer. Alors, parlez-nous des perspectives qui peuvent corriger tant soit peu les attentes des enseignants. Bon, du système, je vais dire, corriger un peu les déboires du système. Pour les enseignants, c'est que les conditions de travail soient améliorées, que les gens se sentent fiers d'embrasser ce noble métier qu'est l'enseignement. Parce que s'il n'y a pas d'enseignants, quand même il n'y aura pas d'école. Et il y aura toujours d'école. Donc il faut qu'il y ait des enseignants de qualité, des enseignants qui ont la vocation, des enseignants que l'État soutient dans cette logique, histoire d'inciter davantage d'autres personnes à venir au métier. Et donc, dans ce sens, je pense qu'il faut améliorer leurs conditions salariales, nécessairement salariales d'abord. C'est le premier point le plus important. Évidemment, parce que si la personne, par son salaire, n'arrive pas à se réaliser, n'a pas une bonne condition de vie, je pense qu'au travail, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait aussi améliorer les conditions de travail dans les classes, les effectifs. Il faut nécessairement ramener les effectifs à la baisse. Parce que là, avec ce que nous avons aujourd'hui dans les salles de classe, il s'est imposé comme tel. Et je pense que beaucoup d'enseignants, malgré toute leur volonté, ils ont des difficultés à atteindre les objectifs. Alors, désormais, c'est 30 heures de cours par semaine et pas aspirant. Quand nous abordons ce thème qui est aujourd'hui l'aspirana, il n'y a plus de vacations d'enseignants honoraires. Aujourd'hui, c'est l'aspirana. Et désormais, le gouvernement fixe le quota horaire de 30 heures par semaine par aspirana. Quel est votre avis sur cette décision gouvernementale? Monsieur le journaliste, c'est d'ailleurs la question d'actualité qui a fait que j'ai dit au départ que dans l'enseignement secondaire général public, la rentrée peine à commencer. Vous savez, dans les privés, les gens déjà gagnent une semaine de travail. Une semaine de travail de gagner déjà. Et dans le public, presque rien n'a commencé. Si ce n'est que les 30% qui sont des permanents, qui ont démarré vaille que vaille. Il y a des enseignants là qui ne sont pas d'accord pour ce quota horaire, c'est ça? Bien évidemment. Bien évidemment, ils ne seraient pas d'accord parce que, vous savez, l'enseignant fait déjà du travail supplémentaire. Et il n'est pas cet agent de l'État qui finit de travailler à l'école et qui rentre se reposer à la maison. Jamais. Il n'est pas cet agent de l'État qui travaille à l'école et après avoir rentré a le temps à passer avec sa famille pour se distraire, pour s'offrir à des loisirs. Mais c'est arrivé à la maison maintenant qu'il reprend encore le travail pour préparer ses cours, évaluer ses apprenants. Maintenant, 5 classes. Déjà à 20 heures d'exécution, les enseignants du secondaire font déjà un effort important. Maintenant, leur demander d'aller à 30 heures. Surtout si nous prenons le cas que vous avez énoncé tout à l'heure, le cas de l'enseignant de français. Et qui doit évaluer dans 2 matières différentes au sein de la même discipline qu'est le français. Vous voyez que s'il doit faire 6 heures, fois 4, ça fait 24 heures. Bon, évidemment, ça fait fois 5 pour qu'il atteigne les 30 heures. Oui. Donc, il doit évaluer 10 fois.
En fait, si on peut le dire, ça fait 10 fois. Ça fait 10 fois. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Il y aura les interrogations écrites, ce qu'on appelle l'évaluation ponctuelle d'étape aujourd'hui. Et il y aura les évaluations de production scolaire. Et la même personne, pour faire tout ça, quand même, il n'est pas un robot. Il sera tellement fatigué, il sera tellement aliéné par ce travail qu'il accomplit, au point où, malgré toute sa bonne volonté, il n'aura pas quand même la possibilité d'atteindre les objectifs qu'il sera assigné. Vous dites tout à l'heure que dans l'enseignement public, les cours peinent à commencer. Nous avons aussi appris que ces aspirants ont commencé par faire des mouvements de grève. Que proposez-vous à ces enseignants? Bon, d'abord, le problème est venu du gouvernement, donc il faut nécessairement faire des propositions au gouvernement, parce que là, c'est à eux. C'est aux membres du gouvernement d'abord de régler le problème. Nous avons constaté qu'il y a parmi vos syndicalistes qui soutiennent, n'est-ce pas, cette décision. Bon, chacun sait pourquoi il soutient quoi. Chacun sait pourquoi il soutient quelque chose. Que proposez-vous au gouvernement? En fait, cette question des 30 heures n'a jamais été abordée lors des différents échanges, lors des diverses négociations entre les syndicats et le gouvernement tout au long de ces vacances. Donc, c'est à un moment donné où la rentrée était en train de commencer que la décision a été lancée comme ça, comme une rumeur, et c'est devenu officiel lorsque le ministre même est venu justifier le pourquoi de la prise d'une telle décision. Et je pense que c'est ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que c'est après cela que les syndicalistes même ont compris quand même que les enseignants sont appelés à fournir un travail important. Et le ministère a donné deux conditions, deux mesures d'accompagnement par rapport à cette initiative qui sont des mesures, à mon sens, indépendantes. Parce qu'on n'a pas dit, pour ceux qui feront les 30 heures, les 8 heures supplémentaires seront traités de telle manière. Ce n'est même pas considéré comme des heures supplémentaires. C'est considéré en fait comme des heures qui font partie intégrante. Il aura aussi dit que c'est un sacrifice que le gouvernement demande à ça. Il a parlé de travail supplémentaire. C'est-à-dire tout travail supplémentaire en fait tient le plus souvent compte de la quantité du travail fourni, mais pas de la qualité. Parce qu'on dit supplémentaire, c'est au-delà de ce que la personne devait normalement faire. C'est beaucoup. C'est ça. 8 heures, c'est beaucoup. Alors, dites-nous, monsieur le professeur, vous faites la politique? Bon, je m'y essaie peu à peu. Qu'espérez-vous de la politique après? Bon, moi, je suis un militant de parti politique et je pense que depuis des années... Vous faites partie de quelle formation politique? Je suis un membre de l'Union progressiste. UP? UP, donc... Et depuis des années, je pense que j'ai milité en tant qu'homme politique et mon expérience, le plus grand a toujours été de voir ma commune Bonou, et de laquelle je viens, devenir une commune qui a un certain honneur, une certaine fierté. Et pour que quand on dit je viens de Bonou, les gens puissent nous doiter quand même d'une façon positive. Je pense que depuis que j'ai compris cela, par les différentes associations par lesquelles je suis passé dans la commune, j'essaie d'apporter le meilleur de moi-même en termes de contribution en ce sens. Donc je pense que c'est ma plus grande espérance. Bon, maintenant, au-delà de tout, quand on fait la politique pour sa communauté, on la fait aussi pour soi-même. Et donc l'espérance aussi, c'est de monter davantage pour quand même être utile à sa communauté. Merci, monsieur le professeur. Avant votre mot de fin, nous allons venir à l'étape, l'instant galerie. Monsieur le professeur, quel est votre jeu le plus préféré? Le football. Je continue d'abord de pratiquer toujours. Oui, ça, je vous connais pour ça. Même si vous n'êtes pas professionnel, je vous connais au moins. On est professionnel de l'enseignement. Voilà. Quel est votre loisir le plus préféré? Bon, comme je le dis souvent à mes amis, si je n'étais pas philosophe ou enseignant, j'allais devenir naturaliste. Donc j'aime me promener dans la nature, voir la verdure, surtout quand on est de la vallée de Lemay. Voilà. Et ce milieu est magnifique, donc me promener au bord du fleuve, voir les marécages et autres, et ça me rend vraiment fier. C'est mon plus grand loisir en fait. Merci. Votre mets le plus aimé? La pâte de maïs avec la sauce crin-crin, de préférence avec les poissons du fleuve. Voilà, les poissons. Nous sommes à la fin de notre émission. Monsieur Douraï, quel est votre mot de fin? Monsieur le journaliste, ce fut d'abord un honneur, une fierté pour moi d'être venu
à Royal TV pour échanger de la question des enseignants. Et je serais davantage fier si les objectifs pédagogiques assignés aux enseignants soient atteints. Et pour cela, il faudrait que chaque partie puisse jouer le rôle qui est le sien. Et le gouvernement a la nécessité aujourd'hui d'accompagner les enseignants, surtout cette carrière d'enseignants qu'on appelle les AME, les aspirants au métier d'enseignement. Ils ont besoin parce qu'ils représentent environ 70% de l'effectif employé dans l'enseignement secondaire général. Donc, il est important aujourd'hui de les mettre dans des conditions adéquates, de revoir leur situation et pour que l'on puisse continuer en fait dans les meilleures conditions, pour qu'on puisse améliorer d'ailleurs ces conditions pour que les objectifs à nous assigner soient atteints. Et je voudrais aussi demander aux enseignants de toujours continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que la tâche de l'enseignant, ce n'est pas une tâche qui est pour le moment payée à sa juste valeur. Je pense que les bénédictions du métier sont des bénédictions grandeur nature. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. Madame, monsieur, alors c'est aussi le lieu de souhaiter joyeux anniversaire à notre PDG, Gérard Cotteillon, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, que cette nouvelle bougie allumée lui apporte tout le bonheur qu'il préfère et que amène sur ses propres vœux. Joyeux anniversaire à vous, PDG. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, PDG. Joyeux anniversaire. Nous voici à la fin de cette émission. Le thème abordé, c'est conditions de travail des enseignants et atteintes pédagogiques, les défis et les perspectives. Et sur ce, notre invité suggère que chaque acteur, en ce qui le concerne, prenne les dispositions possibles pour que le métier d'enseignement revoie sa vraie copie en République du Bénin. Madame, Monsieur, chers amis internautes de Royal TV Bénin et de Royal News FM, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Nous passons par ce canal pour faire un clin d'œil au parrain de Royal TV Bénin. Je vais nommer M. Martin Webb depuis les États-Unis. Coucou spécial à l'aîné Tossa Wenon de la commune de Bonou, à l'aîné Jean Damascène Fayeron, sans oublier M. Tibus Kossi Brice Woussou. Il est docteur et conseiller communal UP de la commune d'Adjoum. N'oublions pas également les cadres qui nous ont accompagnés, Sylvain Aniglé, Tatiana Bonou et le PDG Gérard Cotteillon. Merci à mon couturier d'habitude, Gilbertus Couture. Il s'appelle Couton Gilbert depuis Adjoum. Il est au 97 40 20 60. C'est lui qui me fait tout ce que vous appréciez chez moi. Merci et à la prochaine. Bye bye.